Quelques mots pour aggraver votre fatigue. Après cette longue matinée, on ne va pas revoir tout ce que vous avez largement discuté. Moi, je voulais refaire un tout petit peu l'histoire de l'EPO et puis de la fatigue, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup impliqués en tant qu'oncologue à la fin des années 90, début des années 2000. On s'est sans doute un petit peu emballé avec l'utilisation de ces EPO. Puis forcément, il y a eu un peu de ressac et quelques revers avec quelques résultats négatifs. Et donc après, on a tous été effrayés. On a fait machine arrière. On en a utilisé de moins en moins. On enseigne beaucoup moins l'utilisation des EPO à nos jeunes internes. Et en fait, on perd des chances d'une bonne qualité de vie pour les patients, et puis c'est d'un sous-usage ou un mésusage qui a un impact négatif pour les patients, donc c'est dommage. Donc je pense qu'il faut recommuniquer sur les EPO avec tout ce qu'on a appris sur 10 ans de parcours. Alors 10 ans de parcours, un qui commence par ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Souvent les oncologues, et notamment à la fin des années 90, début des années 2000, quand on demandait quels étaient les symptômes du cancer qui posaient souci, c'était la douleur. Puis on a eu une publication qui nous a tous un peu secoués, c'est qu'à la place de poser la question aux cancérologues, on a posé la question aux patients. Puis on s'est aperçu que finalement, ce qui gênait le plus les patients, c'était pas tout à fait la douleur, c'était plutôt la fatigue. Et ça nous a obligés à réfléchir sur la fatigue. Et c'est vrai que quand on interroge les patients, on s'aperçoit qu'un patient qui présente un cancer 2 fois sur 3, régulièrement, quotidiennement, ou 3-4 fois par semaine, la fatigue est le maître symptôme. Et ça nous a un petit peu ouvert les yeux en se disant: on a un problème avec le contrôle et la gestion de la fatigue. En sachant que c'est clair, la fatigue et l'anémie, c'est un raccourci. Beaucoup de patients anémiques éprouvent de la fatigue. La fatigue n'est pas, on va dire, simplement liée à l'anémie. Il y a plein d'autres causes et vous êtes des experts ou vous allez le devenir sur le sujet. Mais clairement, il y avait un lien anémie et fatigue. Et on s'est aperçu, et ça a été la première AMM de l'EPO, à une époque, je vous rappelle, où il y avait le sang contaminé, donc les transfusions faisaient peur, c'est qu'on pouvait éviter les transfusions que l'on proposait aux patients quand il y avait trop de fatigue. Grâce à l'EPO, ça a été la première AMM. Mais la deuxième AMM est assez vite venue, ça a été sur la qualité de vie. La qualité de vie, quand on voit que pratiquement 60 à 70% des patients ont l'association anémie plus fatigue, notamment quand on utilise des chimiothérapies à base de platine, la deuxième AMM a été là en disant il faut proposer des EPO pour lutter contre l'anémie et donc contre la fatigue aux patients qui sont traités pour un cancer et une chimiothérapie. Et pourquoi l'EPO était largement supérieur à la transfusion? Parce qu'on se battait un petit peu à l'époque. Était supérieur parce qu'à la place d'avoir des à-coups de taux d'hémoglobine rythmés par les transfusions, on arrivait à avoir un niveau assez polissé du taux d'hémoglobine et donc avoir clairement un impact sur la qualité de vie. Et donc ça a été la deuxième AMM, et puis là on a montré assez facilement que ça augmentait la qualité de vie, et puis on s'est tous emballés. On s'est tous emballés dans l'utilisation parce que ça améliorait la qualité de vie, ça gommait l'anémie, donc on en a prescrit massivement, et là on est dans les années 2002-2003. En sachant que c'est clair, quand on a fait des tas d'études, on a bien relié le taux d'hémoglobine avec la qualité de vie, et c'est vrai que les scores de qualité de vie se dégradent en dessous de 11 grammes et 10 grammes d'hémoglobine, et que la valeur seuil se situait sans doute entre 11 et 13 grammes. On était à peu près convaincus de nos chiffres, et donc on voulait jamais qu'un patient soit en dessous de 11 grammes. On voulait toujours assurer pour que le taux d'hémoglobine soit dans cette fourchette-là, pour essayer d'offrir à nos patients et à nos patientes la meilleure qualité de vie possible. Alors c'est un petit peu vrai, et puis c'était il y a 10 ans, on ne réinvente pas les choses, mais ça fait plaisir de voir que l'anémie, la fatigue reviennent un petit peu dans les préoccupations des oncologues, puisqu'au dernier congrès de la Société d'oncologie médicale européenne, il y a encore eu des communications sur qualité de vie et anémie, avec des petites choses qui ont été rajoutées, mais qui sont pour moi surtout un rappel de tout ce qui a été fait il y a 10 ans, mais un rappel un petit peu actualisé où tous les symptômes de l'anémie ont été réévalués, rien de très troublant. Quand on est anémique, on est fatigué, c'est le maître symptôme, mais il y a plein d'autres, on va dire, symptômes qui sont décrits, qui sont associés à l'anémie, c'est tout ce que l'on connaît en médecine. Et clairement, si vous donnez de l'EPO, et là, ça t'aide essentiellement de la RANES, de la dacarbamycine qui était donnée, quand on donne
de l'EPO, on corrige le taux d'hémoglobine. En corrigeant le taux d'hémoglobine, on corrige l'évaluation de la qualité de vie. Et c'est vrai que dans cette publication, c'est ce qu'il faut se rendre compte, c'est que clairement, quand on évalue un patient sous EPO, on arrive à corriger dans 60% des cas à peu près le taux d'hémoglobine, 60% de succès on va dire de l'anémie et du score d'hémoglobine. On arrive, quand on donne de l'EPO, dans 50% des cas à peu près, à améliorer le questionnaire de qualité de vie, donc à améliorer le score de qualité de vie. Et puis, paradoxalement, il n'y a pas une superposition parfaite parce qu'on n'a que 40% des cas où on a à la fois amélioration du taux d'hémoglobine et de la qualité de vie, comme si l'EPO, en dehors du succès de l'hémoglobine, pouvait un petit peu doper les patients, en tout cas qui avaient un sentiment de mieux-être, sans que le taux d'hémoglobine varie de façon importante. Mais encore une fois, une publication qui est claire, si on corrige le taux d'hémoglobine, dans la vaste majorité des cas, on va améliorer la qualité de vie. C'est démontré, c'est validé, c'était valide en 2002 et 2003 dans les premières publications, c'est toujours valide. En 2014, il ne faut pas l'oublier, il faut le rappeler. Alors, en 2002-2003, on s'est emballé. On s'est emballé parce qu'on a fait des études gigantesques avec des objectifs qui étaient des fois un petit peu pervers, où on se disait, si on améliore la qualité de vie, on va pouvoir faire plus de chimiothérapie. Si on augmente le taux d'hémoglobine, vu que quand on fait des radiochimios, on augmente l'effet d'oxygène, il faut vraiment monter le taux d'hémoglobine à des taux incroyables. Et donc, du coup, on avait eu dans beaucoup d'études des objectifs de taux d'hémoglobine et de correction d'anémie qui n'étaient pas très raisonnables, où on obtenait des chiffres moyens de 17 grammes d'hémoglobine et de plus de 50% d'hématocrite, avec forcément, quand on regarde dans les méta-analyses, des conséquences avec, par ordre, des taux de complications liés à l'administration d'EPO, administré avec des objectifs probablement pas très raisonnables, avec clairement une augmentation des événements thromboemboliques. Et bien sûr, quelques études un petit peu, on va dire, mal dessinées avec des objectifs probablement pas très raisonnables, qui se sont traduits par des déficits en termes de survie si on administrait des doses massives de PO de manière pas contrôlée. Donc à vouloir trop bien faire, on a été délétère. Et dans le sein, en adjuvant, il y a eu une étude qui a été bâtie, on s'est dit, si on donne de l'EPO en adjuvant, l'objectif c'est qu'en donnant de l'EPO, on va améliorer la survie des patientes, on va en guérir plus parce qu'on pourra faire plus de chimiothérapie et qu'on ne réduira pas les doses parce que les patients ne seront pas fatigués, donc on pourra faire plus. Et cette étude, elle a eu un impact terrible, parce qu'il y a eu un petit peu plus de complications avec l'EPO qu'on donnait à tout le monde, un petit peu indépendamment du taux d'hémoglobine. Et donc, on a eu un peu plus de thrombose, on a eu un peu plus de complications. Et puis, il y a eu un petit peu plus d'événements. Donc, l'étude, elle est négative. Elle ne montre pas un bénéfice de survie. Mais aujourd'hui, on se dit que ce n'était pas raisonnable. Mais à l'époque, on s'emballait un petit peu. Et puis, du coup, on a eu un doute sur la sécurité de l'utilisation de l'EPO. Et à partir de la publication de cette étude, beaucoup ont eu envie de faire un peu machine arrière et de surtout plus donner du PO parce qu'on avait un doute sur un éventuel impact délétère d'utilisation de cette famille de molécules. Alors en pratique, si on mélange tout et qu'on fait les grandes méta-analyses, et on peut le faire parce qu'il y a eu tellement d'études, on s'aperçoit qu'il faut être raisonnable. Il n'y a pas d'impact négatif si on utilise bien les EPO. Et quand vous prenez tous les taux de survie, que vous prenez toutes les études en cancérologie, globalement, votre risque d'avoir un impact sur la survie, vous voyez qu'il est très proche de 1, donc avec ou sans EPO, la survie est la même. Mais il faut bien voir que dans ces études-là, on a des études qui sont très déraisonnables, avec des taux d'hémoglobine incroyablement hauts, des taux où on faisait que EPO versus best supportive care en disant qu'on allait améliorer la qualité de vie et donc la survie des patientes. On s'est aperçu que donner de l'EPO en dehors de la chimiothérapie, monter les taux d'hémoglobine très hauts chez des patients qui étaient fatigués et alités, ça ne les améliorait pas franchement parce qu'on augmentait les complications thromboemboliques. Donc clairement, on a été déraisonnable. Mais quand on reprend tout et qu'on compile tout, il faut être honnête, il faut être tout à fait rassurant, il faut éviter de rester sur ce drame de cet emballement des années 2004-2003. Clairement, l'impact sur la survie est néant avec l'EPO, ce n'est pas délétère si c'est bien utilisé. Et si c'est bien utilisé, il a fallu pour ça
bien revoir les critères. Et dans les grandes études, comme par exemple avec la RANESP-là, la courbe verte et la courbe rouge, avec et sans EPO, elles sont vraiment clairement superposables en termes de survie. Personne ne peut voir une différence, même avec un œil malveillant. Il faut être rassurant, pas d'impact. Alors, du coup, l'utilisation et les recommandations ont sacrément évolué. Je vous prends celle de 2008 et puis d'après février 2008. Déjà en 2008, on avait un petit peu restreint notre emballement, parce que si on avait fait des recommandations, c'est qu'on se disait qu'on était beaucoup trop permissif avant, et on s'est dit, voilà, il faut débuter le traitement en dessous de 11, à une époque on le commençait avant même qu'il y ait une anémie vers 12 ou 13, que la cible d'hémoglobine, on n'avait pas de plafond en 2008, clairement, qu'on disait quand même, il fallait être un petit peu prudent, et peut-être au-delà de 13, il fallait discuter d'arrêter. En pratique, vous voyez que maintenant, après 2008, on est devenu beaucoup plus raisonnable, commencer le PO vers 10, il faut cibler entre 10 et 12, il ne faut pas monter au-dessus de 13, et puis il ne faut pas forcément arrêter le PO tout de suite. Si on arrive dans la valeur cible, il faut adapter la dose pour essayer de maintenir et de rester dans la fourchette de tir entre 10 et 12. Des recommandations très simples et très raisonnables qui ont été faites au niveau européen, mais si je vous prends toutes les recommandations du monde, américaines, NCCN, toutes sont à peu près équivalentes. Il faut être raisonnable, le PO pas dans n'importe quelle condition, avec la chimio, avec un objectif très clair entre 10 et 12 grammes d'hémoglobine, ne pas monter au-dessus de 13 et ne pas commencer chez des patientes qui ne sont pas anémiques, ça apporte pas grand-chose. Et si on le fait dans ces conditions-là, on peut résoudre beaucoup de problèmes, parce que quand on voit le taux d'anémie, par exemple dans le cancer du sein néoadjuvant, il est quand même sévère. On a pratiquement 60% des patientes, toujours, qui déclarent avoir beaucoup de fatigue et qui sont associées à une anémie clinique, en sachant qu'en fonction des doses de chimiothérapie, en fonction de la surface corporelle, en fonction du type de chimiothérapie, cette incidence, elle peut varier sacrément. Donc l'anémie et la fatigue, c'est toujours un problème en 2014. Et le bon usage des EPO permettrait probablement de corriger des choses. Et il faut être honnête, aujourd'hui on a des études en adjuvant, comme par exemple aujourd'hui avec le NESP, qui compare l'utilisation de l'EPO dans le cadre de chimiothérapie adjuvante versus pas l'utilisation d'EPO en cas d'anémie sous ces chimiothérapies précoces, en sachant qu'ils ont pris la chimiothérapie qui est la chimiothérapie le TAC, c'est celle qui est la plus hématotoxique que l'on ait en scénologie, et objectivement, avec ou sans EPO, les courbes de survie sans progression sont strictement superposables, il n'y a pas d'effet délétère à donner de l'EPO, le seul point, c'est qu'on modifie la qualité de vie, qu'on enlève une grande partie de la fatigue, et que les patientes qui reçoivent ces chimiothérapies sous EPO, le vivent mieux. Et ce n'est pas un bénéfice qui est ténu, donc ça vaut le coup de faire de l'EPO. Donc vraiment l'objet de mon point, c'est de vous dire, oui, l'EPO a été un progrès, oui, on a dérapé dans le monde oncologique à vouloir en donner trop tôt, à des trop fortes doses, avec des objectifs déraisonnables. Et forcément, ça s'est un peu retourné contre nous. Il faut maintenant oublier ces craintes, revenir à des bonnes pratiques, et quand on revient à des bonnes pratiques, il est très raisonnable d'utiliser de l'EPO, voire indispensable pour maintenir la qualité de vie des patientes. Et je vous le rappelle, commencer vers 10 grammes d'hémoglobine ou en dessous, cibler 10-12 grammes, ne pas s'aventurer à dépasser 13 grammes d'hémoglobine et adapter les doses en fonction du taux d'hémoglobine pour essayer de rester dans la fourchette d'optimisation du taux de l'hémoglobine aux environs, on va dire, de 12 grammes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'utilisation des EPO en cancérologie avant de céder la parole à Laurent Zellec, à moins que vous vouliez discuter et échanger sur quelques questions. Alors peut-être que vous êtes épuisé, que j'étais super toxique et que vous êtes assommé sur vos sièges, mais sinon, sentez-vous libre de me poser les questions. Il y a un ou deux bras qui se sont levés. Laurent, je suis incapable de visualiser où est ta présentation dans la liste. Je crois qu'elle est là. Ah là, Zellec, il y a un indice. Non, c'est l'autre. TAO Fatigue 2014. Au-dessus. Je te laisse chercher. Vas-y. Alors
Aujourd'hui, vous savez, au niveau des agences européennes, il y a eu des warnings d'utilisation des EPO en adjuvant dans le cancer du sein. Ça a été bien, le libellé a été bien précis. Donc je pense qu'il faut être très très prudent. C'est-à-dire que ne pas faire que ça soit une règle, mais de l'autre côté, arrêter un traitement parce qu'il y a trop de fatigue, que la qualité de vie s'est détériorée, c'est probablement aussi négatif. Donc il faut avoir un équilibre. Et moi, dans certains cas, j'hésite pas à proposer de l'EPO à des patientes en adjuvant de cancer du sein. Mais vu que je suis en dehors des recommandations, j'en discute toujours en RCP pour le valider. Et ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, en sachant que en cancérologie, surtout du cancer du sein, on a fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on a des chimiothérapies qui sont un peu moins toxiques que dans les années 2002-2003, où le TAC avait beaucoup d'impact. On était vraiment sur Sifexan, on a beaucoup plus de traitements séquentiels. L'impact de l'anémie est un petit peu plus faible, mais des fois, elle est présente. Des fois, le vécu des patientes est catastrophique, et il est complètement déraisonnable à ce moment-là de ne pas leur proposer quelque chose. On leur dit qu'il y a eu des restrictions à une époque, on explique le contexte aux patientes, on les informe clairement, on valide toujours en RCP, et oui, ça nous arrive de prescrire de l'EPO dans ces conditions-là, il faut être raisonnable pour la qualité de vie des patientes. Et je peux vous dire que je fais pareil, hein. On ne s'est pas concerté, mais je fais exactement la même chose. Je pense que l'information dans ce contexte est cruciale, et on arrive, si on prescrit tôt en plus en adjuvant, en un mois, on les fait remonter à des seuils où la qualité de vie est tout à fait correcte, et je pense que ça n'a pas été exploré, mais il ne faut pas oublier on va reparler de fatigue là encore, mais un cancer du sein adjuvant, c'est 1 an de fatigue chronique derrière pour certaines femmes. Donc quand elles arrivent à 9 grammes d'hémoglobine en fin de chimiothérapie adjuvante, on leur rajoute un fardeau supplémentaire qu'elles vont mettre des mois à compenser. Donc je pense que c'est vraiment important. Si l'information est bien faite, j'ai du mal à imaginer que 4 semaines de PO fassent pousser des tumeurs. Hein. Mais même si... D'ailleurs, on a des datas qui... Je suis vraiment pas du tout inquiet là-dessus. Par contre, c'est vrai que dans les facteurs qui sont importants, c'est aussi la durée. Et qu'il vaut mieux des fois traiter avec quelques semaines, 1 ou 2 injections de PO pour corriger les symptômes, plutôt que d'attendre trop tard, d'en faire des grandes doses, ou d'être obligé d'arrêter le traitement parce que fatigue. Il faut être raisonnable avec les patientes. Par contre, c'est du discours, c'est du dialogue. Et quand vous expliquez, voilà, on a eu des inquiétudes à une époque, il n'y a pas beaucoup de patientes qui vous disent « je préfère rester au fond de mon lit et pas bouger ». En général, elles comprennent et le risque-bénéfice, elles y adhèrent. Hein. Vous aviez une question I agree with you that the pendulum has swung. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut faire attention à comment on dit les choses. Lorsque vous regardez les valeurs R, où la variation de fatigue chez les patients du cancer n'était expliquée qu'à 16% par les variations d'hémoglobine. Alors, dire que c'est un impact majeur, ce n'est pas ce qu'on avait trouvé dans les données. Les données ont expliqué que ça faisait une partie petite mais significative du puzzle. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais il n'y a pas qu'un seul facteur, hémoglobine, fatigue, érythropoïétine. Ce n'est pas aussi simple que cela. Je suis tout à fait d'accord avec vous que même avec une baisse d'hémoglobine, à tel niveau qu'on décide de proposer le PO, si le patient n'a pas de fatigue, ce n'est pas une bonne indication non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous.